Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Patrimoine. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire, on s'intéresse tout d'abord au crédit immobilier et séparation de biens. Une interview menée par Nicolas Pagnès. Et dans un instant, AFO, c'est l'association française des family office qui va nous dire avec son baromètre sur quoi investissent les grandes familles. Et puis enfin, la macroéconomie sert-elle encore à quelque chose? La réponse dans quelques instants. Smart Patrimoine, c'est parti. Dans Smart Patrimoine, on s'intéresse au patrimoine des grandes familles. Qu'est-ce qu'elles disent justement ces familles? Par quoi elles sont intéressées? Il y a un baromètre qui sort chaque année et ça tombe bien, on le commente avec nos deux invités. Pierre de Pellegard, bonjour. Bonjour. Pierre, vous êtes porte-parole de l'AFO, l'association française de family office. Bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes venu en compagnie d'Amandine Alix-Ciotat. Bonjour Amandine. Bonjour. Amandine, vous êtes avocat associate partner chez EY. Et c'est à vous qu'on doit ce baromètre, hein, c'est ça, ce baromètre qui va nous donner des indications justement sur ces familles, ce qu'elles attendent. Tout d'abord, je démarre avec vous, Pierre. Un petit mot sur l'AFO, est-ce que vous proposez? Alors l'AFO, c'est une association des family office en France. C'est une association de représentation, c'est une association professionnelle de family office qui a pour but, en fait, de fédérer les family office, apporter de la formation, de l'information, et puis aussi d'être un vecteur de connaissance de ce métier qui est parfois très méconnu. Oui, c'est vrai que déjà, on voit dans le paysage, on commence à connaître de plus en plus, bien sûr, le banquier, ensuite le conseiller en gestion de patrimoine, et là, c'est pour les grandes familles, donc fortunées. On est par des patrimoines dépassant les 10, 20, 30 et plus millions d'euros, et là, on a besoin d'un conseiller dédié ou d'une... En fait, c'est un souhait, le family office, c'est un souhait d'une famille d'avoir un conseiller qui vient... les accompagner dans leur gestion patrimoniale, alors soit à travers ce qu'on appelle un multi-family office, c'est-à-dire une personne qui va suivre plusieurs familles, soit d'un single family office, c'est-à-dire une personne qui va suivre qu'une seule famille. Oui, tout à fait. Amandine Alix-Ciotat, je le disais, EY, donc, qui sort un baromètre. Expliquez-nous de quoi s'agit-il et depuis combien de temps vous le faites, ce baromètre? Alors, à l'origine, le baromètre, il a été créé par l'AFO, donc rendons à César ce qui appartient à César. Là, on est à la 11e édition, donc c'est la deuxième fois qu'on participe. Il est axé, on va dire, sur les aspects allocation d'actifs, comment les familles investissent, avec aussi une dimension, quelles sont leurs préoccupations et comment on peut continuer à les aider d'être des acteurs majeurs de l'investissement dans l'économie réelle. Très bien. Est-ce qu'il y a des grands enseignements pour cette année 2026? À quoi ils vont s'intéresser? Alors, ça reste des investisseurs long terme. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas d'effet de repli. Au contraire, ils maintiennent leurs investissements en grande majorité. Il y a même un tiers qui vont augmenter leurs investissements. Ça, c'est intéressant parce qu'on a quand même, on sort d'un semestre particulièrement chargé au niveau géopolitique, au niveau financier, avec beaucoup de volatilité, des actifs qui ont bougé dans tous les sens. Et pourtant, dans les familles, on augmente ou on maintient sa capacité d'investissement. Exactement. Mais parce que ce sont encore une fois des investisseurs de long terme. Donc, ils accompagnent les entreprises dans lesquelles ils investissent, notamment dans la durée. Donc, leur schéma n'est pas une sortie à court terme. Donc, c'est pour ça qu'ils maintiennent leurs investissements. Au-delà de ça, on peut remarquer qu'ils sont peut-être un peu plus sélectifs et qu'on en revient, c'est-à-dire que l'attention portée aux fondamentaux économiques, solidité du modèle, prévisibilité des revenus, est peut-être un peu plus importante que les années précédentes. Est-ce qu'on rentre dans le détail des investissements? Est-ce que vous avez dit, bien sûr, ils soutiennent souvent leur propre société, ça fait partie de leurs actifs, également d'autres sociétés, le tissu local. Mais est-ce qu'on sait dans les classes d'actifs, ils font des actions, des obligations, du private equity? Est-ce qu'on a une vision sur cette granularité? C'est beaucoup de private equity, ce qui participe de l'économie réelle. Et dans le private equity, vous avez effectivement évidemment les investissements PME et ETI, mais vous avez aussi un retour de l'immobilier des actions cotées. Alors, ce n'est pas un changement de cap. Je pense que c'est plus un rééquilibrage des portefeuilles avec peut-être... un besoin de diversifier, de minimiser les risques et d'être peut-être plus flexible dans le contexte actuel. Oui, effectivement, on en parlait dans cette édition de Smart Patrimoine, alors qu'on a l'impression vraiment que la tech US prend le devant de la scène, aspire tous les capitaux du côté de la Silicon Valley. C'est vrai que c'est important, très important de diversifier, même quand on a, et surtout peut-être quand on a beaucoup d'actifs. Tout à fait. Et voilà, ce que disait Amandine, c'est que
la classe d'actifs qui arrive sur le podium, c'est le private equity. C'est vraiment l'investissement dans l'économie réelle. Un tiers des allocations, 34%. Ouais, exactement. Et ça correspond à ce que veulent les familles, c'est-à-dire un investissement dans le long terme, et voire même un investissement local, parce qu'une grande partie, 70% à peu près, investissent plutôt dans des entreprises de leur écosystème local, géographique. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important. Puis il y a un sujet aussi de souveraineté. Les familles sont très attachées à la souveraineté, mais la souveraineté, c'est la santé. Et donc, ils nous disent, eh bien, on va plutôt investir dans le domaine de la santé, on va plutôt investir, vous parliez de la TQS, mais plutôt dans la technologie française. Voilà, donc ils sont très attachés au local, à leur environnement local. Ouais, c'est tant mieux. Ce baromètre montre que les investissements, effectivement, se concentrent très largement sur les PME, sur les ETI. Est-ce que ça veut dire que ces family office sont devenus une brique incontournable de l'investissement en France et dans l'économie réelle, notamment? Alors, ils le sont, ils l'étaient déjà auparavant et ils l'ont toujours été, encore une fois, parce que leur force, c'est le temps long. Donc, il n'y a pas de pression pour une sortie à court terme. Donc, ils accompagnent vraiment sur la durée. Et même au-delà du financement, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont cette capacité à s'impliquer dans la gouvernance, dans les orientations stratégiques. Et donc, ils peuvent être des véritables partenaires, en fait, des dirigeants et des entreprises dans lesquelles ils vont investir. Voilà, donc on a une combinaison entre temps long et alignement des intérêts qui fait leur différence en tant qu'investisseur. Ouais, c'est la croissance rentable qui devient vraiment la priorité, tandis qu'on voit peut-être que les investissements dits durables reculent sensiblement. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu moins de hype sur ces investissements durables, on en a beaucoup parlé, c'est peut-être la faute à M. Trump également. Est-ce qu'il faut y voir un désengagement de la transition environnementale ou simplement un retour à des critères économiques? Non, je ne crois pas qu'il n'y a pas du tout un retrait de la cause environnementale dans leurs investissements, mais voilà, ils viennent... Il y a quand même un contexte, on ne peut pas le nier, un contexte à la fois géopolitique et économique qui n'est pas toujours très stable. Et donc, ils vont plutôt vont être plutôt vigilants, plutôt prudents sur certains investissements dans le long terme. Et ils vont plutôt aller chercher une croissance rentable sur le long terme. Voilà. Oui, effectivement, l'investissement... dit durable peut-être. Alors c'est durable parce que quand on investit local, comme vous l'avez dit, ou sur des PME ETI, et qu'on s'ancre dans le tissu local, c'est forcément durable, mais peut-être moins sur ces thématiques qui étaient très en vogue encore il y a quelques temps. Oui, je dirais qu'en fait, le durable, il disparaît pas. C'est simplement que maintenant, il doit s'inscrire dans une logique économique. Donc peut-être que certains projets qui étaient moins viables... les family office y vont moins, mais voilà, le durable doit s'inscrire dans cette logique économique viable. Et je pense que les family office continuent à investir tant qu'ils comprennent le projet et le modèle, en fait. Vous l'avez dit, effectivement, 7 family office sur 10 souhaitent contribuer davantage à l'économie locale et à la souveraineté économique. On entend beaucoup parler, ça veut dire que ces grandes familles, finalement, elles sont assez patriotes, elles défendent... En tout cas, elles sont pour la souveraineté... Le sujet de la souveraineté française les intéresse, les passionne, et c'est vraiment la santé qui vient... en premier dans leurs investissements sur ce sujet-là. On pense dans l'actualité, c'est vrai, à la fin du Doliprane qu'on ne trouvait plus, ou les principes actifs qui sont partis. Là, l'idée, c'est quoi? C'est d'encourager peut-être les PME, les ETI qui relocalisent de la santé chez nous? Qui relocalisent ou même qui développent de nouvelles technologies. En France, on voit aussi, et on le voit sur d'autres sujets, on a quand même une capacité à créer, à avoir beaucoup d'innovation. Mais il faut le faire vivre en France. Et donc, les familles permettent à ces sociétés de se développer en France, sur notre territoire. Oui, en France. En Europe également, ça, on a peut-être moins d'informations? On a moins d'informations sur la partie européenne. C'est vraiment la France qui est mise en avant. La France est mise en avant. Amandine, qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé, justement, ce baromètre par rapport aux éditions précédentes? Alors, je pense qu'il y a un besoin de stabilité pour les family office, de stabilité, encore une fois, parce que ce sont des investisseurs de long terme. Donc, ils bâtissent des stratégies sur le long terme qui sont construites sur plusieurs années. Et on a besoin d'une stabilité de la norme, alors pas seulement fiscale, également de la norme réglementaire. Et une stabilité et surtout aussi une lisibilité de cette norme. Voilà, pour leur permettre de continuer à se projeter et à investir dans l'économie réelle. D'accord, c'est ce qui manque. Ils vous en parlent parce que c'est vrai que ça revient souvent sur le devant de la scène, le fait d'être parfois, sinon empêché, que ça soit compliqué, que ça soit administrativement lourd, etc. C'est dans les préoccupations, est-ce que vous les avez testées également? C'est une vraie préoccupation. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est une vraie stabilité fiscale, normative,
géopolitique, ça, ils ne maîtrisent pas toujours le sujet, mais voilà, c'est la stabilité. Les familles sont des investisseurs sur le temps long, c'est ça vraiment qu'il faut retenir le message. Ils investissent, ils croient en l'investissement, et notamment l'investissement réel, et il leur faut du temps long. Donc le temps long, automatiquement, le sous-jacent, c'est la stabilité. Il ne vous a pas échappé qu'on est à la veille d'une année de présidentielle où les choses vont peut-être être bouleversées. On a vu un mouvement au moment des dissolutions, un petit peu d'aversion au risque, avec beaucoup de capitaux qui sont partis vers les assurances-vie luxembourgeoises. Est-ce que vous avez pu tester aussi peut-être certaines craintes, certains fantasmes? Effectivement, il y a des gens qui se disent si tel ou tel camp politique va passer, moi je serai obligé de partir, de changer de pays. On ne vous cache pas qu'il y a toujours une réflexion sur le sujet. Il y a toujours, c'est une vraie préoccupation. Maintenant, chacun décidera ce qu'il voudra, mais c'est ce qu'on disait avec Amandine, c'est une vraie préoccupation ce sujet. Et 2027, comme vous le dites, va accentuer cette préoccupation. Quels effets ça pourrait avoir, par exemple, sur l'économie? On le voit par exemple dans les municipales. À chaque fois, les projets sont bloqués. On attend qu'évidemment la nouvelle mandature pour pouvoir décider, pour pouvoir relancer des choses. Est-ce que vous pensez que ça aurait aussi un effet? Peut-être vous regardez ça chez EY, un effet sur l'économie, un effet peut-être un peu où on attend que les choses se décantent avant de relancer. Ça pourrait avoir un impact? Alors, c'est vrai que chaque fois qu'on a, suite à la dissolution, par exemple, on peut avoir certains projets qui sont mis en arrêt. Parce que, en fait, la problématique, c'est que comme il n'y a pas de stabilité, vous engagez sur un projet où vous n'allez pas pouvoir sortir avant 6 ans, c'est un vrai problème. Et donc, tous ces projets qui demandent un investissement long terme, qui ne sont pas flexibles, souvent sont un peu mis à l'arrêt au moment où il y a une dissolution, un événement politique, avant de savoir ce qui va se passer. En fait, c'est ça le problème. C'est que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va encore remodifier les dispositifs qui sont en place? Et donc, on a besoin, on a peut-être un peu peur de s'investir sur 4 ans, alors que si ça se trouve, on sera dans un contexte totalement différent. Bien sûr. Je le disais tout à l'heure, on sort d'une période chargée, mais elles le sont toutes finalement, ces 6 premiers mois de l'année 2026. On a vu que du côté des grandes familles, il y avait une certaine stabilité dans les investissements. Finalement, on investit sur du temps long. Est-ce que ce ne serait pas ça, finalement, la solution pour les investisseurs qui se posent la question, d'agir comme ces familles, de se dire, finalement, on garde le cap dans la tempête et on essaye de voir à plus long terme? Vous avez complètement raison. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on garde le cap, on continue d'investir, on reste vigilant, on reste prudent. On est préoccupé par ce qui pourrait éventuellement arriver, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière d'éventuels changements. Mais le cap, c'est quand même de continuer à investir dans l'économie réelle. C'est vraiment ça. Oui. Bon, on va rester là-dessus. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ce baromètre, il est disponible. On peut le trouver très facilement, je pense, sur votre site et sur le site de l'AFO également. Un grand merci à nos invités. Merci à Amandine Aixiota, je rappelle que vous êtes avocat associate partner chez EY. Et merci également à Pierre de Pellegarde. Vous êtes porte-parole de l'AFO, membre éminent du conseil d'administration également. Merci à vous et à très bientôt dans Smart Patrimoine. Dans Smart Patrimoine, on se pose cette question essentielle. La macroéconomie sert-elle à quelque chose? Alors, on n'a pas 4 heures, mais on a quelques minutes en compagnie de notre invité, Régis Jancovici. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le dirigeant de Luxavie et c'est vrai qu'on entend beaucoup d'économistes commenter les marchés toute l'année. Alors, ces économistes, est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Alors déjà, ils sont intéressants parce qu'ils nous donnent un cadre de pensée sur les taux, l'inflation, la croissance. Mais j'ai commencé à me poser la question, ça date pas d'hier, ça date à peu près d'il y a 20 ans, où je discutais avec un trader qui était très successful et qui me disait finalement, Régis, tu sais, on peut gagner à peu près sur tout n'importe quoi pourvu qu'on ait un contrôle des risques. Et que c'est vrai, cette réflexion, je l'ai poursuivie petit à petit. Et aujourd'hui, on peut en douter, on peut s'interroger. Ne serait-ce que voir, par exemple, très concrètement, quand on regarde les meilleurs gérants, ce ne sont pas forcément des économistes. Ils ont toujours une cellule macro, quand même, avec un économiste en chef qui vient sur les plateaux, qui nous explique que ceci, que cela, les implications, etc. Ça leur donne un cadre, justement, après, in fine, dans la salle des marchés aux traders, ou pas du tout? Alors, la façon dont est utilisée parfois la macroéconomie me dérange.
parce qu'elle constitue un récit qui paraît très objectif, très vérifiable, presque indiscutable, pour vendre des fonds. Et souvent, les personnes qui achètent des fonds, que ce soit les particuliers et même des conseillers financiers, ne sont pas intellectuellement outillés, c'est pas leur formation, ce sont généralistes du patrimoine, on ne peut pas tout leur demander, pour apporter la contradiction. Et quand la macroéconomie ne sert qu'au récit, alors je trouve ça très regrettable, parce qu'on sait bien qu'entre la macro et les marchés, et c'est presque deux mondes différents, parce qu'on imagine que les deux se suivent. En réalité, ils ne se suivent pas du tout. Pas tellement, non, effectivement. Mais alors, si les marchés ne suivent pas l'économie, pourquoi on en parle autant d'économie en finance et même sur ce même plateau à longueur de journée? C'est vrai, mais parce que c'est intéressant. C'est intéressant, ça donne un sentiment de contrôle et de compréhension de ce qui se passe. Ça donne du sens. Mais en réalité, c'est deux mondes différents. C'est bien qu'entre une prévision de PIB et une prévision de marché, il y a quand même un certain nombre de choses qui s'immiscent entre les deux. D'abord, le PIB intègre des éléments non cotés, bien évidemment. Et puis, il y a un tas de choses, évidemment, là. Les taux d'intérêt. C'est même contre-intuitif des fois, comme on dit sur le marché, good news égale bad news, ou inversement. On peut avoir une décision de la Banque centrale, etc., qui fait qu'on attend une réaction du marché, et c'est complètement autre chose qui se produit. Exactement. Et d'ailleurs, un exemple, alors qui est lointain dans le temps et dans l'espace, mais qui est très parlant, c'est que sur 20 ans, on prend une économie comme la Corée, vous savez, les tigres de l'époque, qui a vu son économie décroître d'une croissance annuelle de 13% à peu près 3 à 5% entre les années 85 et 2005. Si on passe d'une forte croissance à une baisse de croissance, logiquement, on ne touche pas au marché. Et le marché, il a multiplié par 13 sur ces 20 ans-là. Donc, il n'y a pas de lien direct. Plus proche de nous, en 2022, l'économie américaine se comportait très bien. Le taux de chômage est passé de 4 à 3,5. Le marché a perdu 20%. Ouais. Donc finalement, on peut être tenté de croire, j'avais un de mes mentors qui me disait ça, et j'adorais cette expression, c'est qu'en fait, en bourse, on cote que deux choses. C'est l'avidité et la trouille. Ouais, fear and greed. Exactement. Et là, c'est vrai qu'on ouvre un autre sujet qui n'est pas du tout la macroéconomie, c'est la finance comportementale, qui est aussi un sujet qui est passionnant. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ces économistes qui, à l'inverse, ont une position, par exemple, ils vont être des permabères, c'est-à-dire ils annoncent toujours des crises. On est toujours en crise, ça va toujours être la catastrophe. Alors de temps en temps, ils ont raison. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Y a une autre expression que j'adore, c'est qu'une pendule arrêtée a quand même raison 2 fois par jour. Et donc finalement, comme vous le dites, à un moment, ils ont raison. Ce qui est intéressant, ce qui peut être intéressant, c'est le raisonnement qui est sous-tendu derrière ce résultat de dire, ça va baisser, ça va baisser, ça va baisser. Puis à un moment, on ne les écoute plus. Parce que je crois qu'une des valeurs ajoutées par exemple, d'un conseiller financier ou même d'un gérant, c'est de savoir filtrer l'information dont il va tenir compte pour alimenter son raisonnement. C'est ce que vous faites chez Luxavie. Comment vous utilisez cette information économique ? On écoute, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on écoute l'économie, mais pas pour le message qu'elle va porter, c'est pour comprendre le consensus. Que nous dit le marché ? Comment réagit le marché, ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à une annonce macroéconomique ? Est-ce qu'une bonne annonce macroéconomique fait baisser le marché, par exemple ? Et à partir de ce consensus, on va pouvoir se positionner. Et c'est ça, je crois, qui est intéressant dans le message macroéconomique. Ouais, c'est passionnant, effectivement. En tout cas, ça renvoie aux études sur la finance comportementale, qui est peut-être plus utile que la macro, même si, vous l'avez dit, c'est également très intéressant. On en parle sur cette antenne tous les jours. Merci, Régis. Merci, Jancovici, je rappelle que vous êtes dirigeant de Luxavie. Cette édition de Smart Patrimoine se termine. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez très bientôt Nicolas Pagnès à ce même fauteuil. À très bientôt. Excellente journée à tous.